Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. La nouvelle société cotonnière du Togo a organisé un dîner de gala ce vendredi en honneur à ses employés, événement au cours duquel les meilleurs d'entre eux ont été récompensés. Nous y étions. Le reportage à suivre dans un instant. Puis nous parlerons environnement, plus précisément de mise en œuvre des différentes réformes au cours du premier semestre ainsi que leur impact et les défis restant à relever. À l'international, après 2 jours de rencontres à Accra, la capitale ghanéenne, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont affirmé que la force militaire de l'institution sous-régionale est prête à intervenir au Niger, objectif à rétablir l'ordre constitutionnel. Nous y reviendrons. Au Gabon, l'opposition politique s'est convenue d'un candidat commun pour le prochain scrutin présidentiel. Il a été désigné Albert Ondo Ossa pour affronter Ali Bongo, le président sortant, candidat à sa propre réélection. Les détails tout à l'heure. C'est tout donc pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, le développement c'est tout de suite. La nouvelle société cotonnière du Togo a honoré ses employés les plus méritants de la campagne agricole 2022-2023. Une soirée de gala a été organisée pour l'occasion ce vendredi. C'était en présence des personnalités politiques et de certains partenaires de l'organisation. Nous y étions. Voici le compte rendu de Kofi Kligué et d'Ange Sénan avec les images de Alain Akoucha. La Nuit de l'Excellence, c'est l'événement signé par la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT pour honorer ses employés, et surtout les plus méritants de la campagne cotonnière 2022-2023. 70 employés avaient été nominés. L'objectif de cette fête, c'est de célébrer et de récompenser les collaborateurs qui ont été les plus engagés, qui ont performé le plus pour pouvoir montrer à l'ensemble des employés que l'effort et le travail est une valeur qui est essentielle pour la NSCT. L'objectif, c'est de créer une émulation, de créer un moment convivial également à travers cette nuit de l'excellence pour rapprocher l'ensemble des collaborateurs et montrer que aussi à côté du travail, il y a des moments de convivialité qui peuvent être passés ensemble. Ils sont au final 17 à être primés pour leur travail tout au long de la campagne. Les prix vont des trophées, des certificats de reconnaissance au bon d'achat. Les émotions ont été au rendez-vous de cette nuit de l'excellence. Je tiens sincèrement à remercier la NSCT pour cette occasion, pour faire valoir toutes ces potentialités que nous avons en nous. Je tiens également à exhorter tout un chacun à donner le meilleur de lui-même. Je suis tellement émue et à la fois surprise. Nous reconnaître la valeur d'entreprise veut dire que nous travaillons dans l'ombre et on a reconnu vraiment que nous portons vraiment cette valeur. Pour les autres collègues, on va dire, pour que la NSCT quand même puisse vraiment grandir tel que nous le souhaitons, je pense que nous invitons les autres collègues à quand même à valoriser les valeurs de l'entreprise pour que l'entreprise puisse avancer. Votre ardeur au travail qui est célébrée. Première dans l'histoire de la nouvelle société cotonnière du Togo, cette nuit de l'excellence vise à créer une saine émulation entre les employés. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive avec des diverses animations, des jeux et de la danse. La mise en œuvre des réformes du premier semestre 2023 a été analysée en vue d'identifier les contraintes et de proposer des solutions pour accélérer le processus. Si ces réformes ont touché plusieurs secteurs, celui de l'environnement n'est pas du reste. Promis Pomegbe, dans le reportage qui suit, est revenu sur quelques-uns de ces réformes qui ont quand même permis de renforcer l'arsenal juridique environnemental. Le reportage, il est commenté par Kofi Kligué. Un taux de réalisation physique de 47% pour une exécution financière de 28%, c'est ce que révèle le point sur la mise en œuvre des réformes au Togo au cours de ce premier semestre de 2023. Les principales réalisations touchent les secteurs prioritaires et les 3 axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit du renforcement de l'inclusion,
de l'harmonie sociale et la garantie de la paix, la dynamisation de la création d'emplois, puis la modernisation et le renforcement des structures du pays. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, l'on note l'adoption d'avant-projets de loi, notamment sur les aires protégées et sur les changements climatiques, mais également le décret relatif au mécanisme de carbone. 3 projets de loi ont été élaborés dans ce sens et des dispositions sont en cours pour la validation des avant-projets du Code forestier et de la loi cadre révisée sur l'environnement. Ces dispositions ont permis le renforcement de la restauration et la sauvegarde de la faune et de la flore, ainsi que la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, le pays a pris part à la 19e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui vient de s'achever. Il a été question de fournir des orientations politiques pour les événements environnementaux clés à venir, tels que la COP28, le sommet africain sur le climat et la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Restons dans le registre environnement. Dans ses efforts quant à la restauration du couvert végétal, le Togo enregistre des exploits considérables, parmi lesquels la restauration de la forêt Lili-Kopé, forêt qui a subi une surexploitation au cours des années 90. Le reportage qui suit pour plus de détails. À Lili-Kopé, localité située dans la préfecture de Zio, à 50 km de Lomé, la flore reprend sa vie. Se reposant sur environ 3800 hectares, l'une des 37 forêts protégées par l'État, la forêt classée de Lili-Kopé, victime de surexploitation il y a une vingtaine d'années, recouvre son état d'antan. De 2005 à ce jour, le blason est redoré. C'est plus de 1000 hectares qui ont été reboisés et restaurés d'après les chiffres officiels. Ces réalisations entrent dans le cadre de la préservation des patrimoines naturels dont dispose le pays et présentent un double intérêt. De par ces actes, ils participent à la protection du climat selon les capacités. Sur le plan national, ils créent des emplois. Concrètement, dans cette initiative de restauration de la forêt classée de Lili-Kopé, c'est au total 150 emplois qui ont été créés. Chose urgente aujourd'hui, au-delà du fait que ce soit un exploit naturel quant à la sauvegarde de la biodiversité, l'on peut dire que le Togo joue sa partition dans la bataille qui a lieu en matière de protection de l'environnement sur le plan mondial. Pour cette cause, le pays se positionne à travers différents projets. Déjà, des dispositions se prennent au niveau des autorités pour la participation à la COP28. Jusque-là destiné aux femmes enceintes, le programme d'accompagnement des femmes enceintes et des nouveau-nés s'est désormais ouvert aux mineurs. Qu'est-ce que cela sous-entend concrètement? Comment le processus va-t-il marcher à l'endroit de cette nouvelle cible? Les détails de Nadège Arleja. Le programme Wezou s'élargit aux mineurs enceintes, ce qui veut dire que même les jeunes filles de moins de 18 ans se retrouvant avec une grossesse peuvent à présent bénéficier de ce programme propre aux femmes enceintes. Au départ, cette prise en charge a d'ailleurs commencé il y a de cela 2 ans, en 2021. Aujourd'hui, en 2023, après une durée de 2 ans, cet élargissement a permis à 11 115 mineurs enceintes de se faire accompagner par le projet. Cette décision est une dérogation au principe initial du projet en question. Toutefois, les autorités en charge mettent l'accent sur le fait que ceci ne doit aucunement être pris comme un encouragement pour se livrer aux actes qui puissent entraîner la grossesse. Le projet Wezou, pour rappel, intervient dans l'amélioration des conditions d'accompagnement des femmes enceintes depuis la notification de l'état de la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est en général un projet d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Nous passons à l'international à présent. Le décès sur les côtes capverdiennes d'une 60aine de migrants sénégalais partis du Sénégal à bord d'une pirogue continue par susciter de vives réactions. Alors que les familles demeurent encore abattues par la nouvelle, certains accusent le gouvernement sénégalais d'être à la base de ce drame. Les explications dans le reportage qui suit. Une ambiance funeste règne dans cette famille meurtrie par la mort tragique d'un de ses enfants. Le jeune garçon fait partie des victimes de la pirogue de migrants clandestins retrouvée le 15 août dernier au large du Cap-Vert. Plus d'1 mois de supplice pour sa mère qui, comme tout le village, pleure la disparition de son principal soutien. Avec les téléphones, ces jeunes voient ce qui se passe ailleurs et rêvent de sortir leurs parents de la misère. Si mon fils a décidé de partir, c'est parce qu'il voulait nous aider. C'est notre principal soutien que nous avons perdu.
Fass-Boye est devenu le nouveau visage de la tragédie de l'émigration clandestine. Ce village de pêcheurs du centre-est du Sénégal vient de payer un lourd tribut avec la mort de plus de 70 jeunes. Leur embarcation avait quitté le village début juillet avec à son bord une centaine de personnes qui tentaient de rallier l'Europe. Sur place, la colère reste grande. Ces jeunes ont perdu un de leurs camarades. Ils se sont regroupés sur cette plage d'où est partie la pirogue pour marquer le deuil. Un moment douloureux teinté d'amertume et de colère, nourri par le sentiment d'être sacrifié par l'État. Nous vivons une situation difficile. Tu te réveilles le matin, ton père ou ta mère te demande 5 000 francs, mais tu es incapable de les trouver. C'est enrageant. C'est pourquoi les jeunes risquent leur vie dans les pirogues. Macky Sall a vendu notre mère au bateau. Même, j'embarque, je ne peux plus rester ici. Le ministère de l'Intérieur que nous avons tenté de joindre n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais il a assuré dans les médias œuvrer au rapatriement des survivants dans les meilleurs délais. En attendant, Fass-Boye continue de pleurer ses morts. Jeudi et vendredi dernier, les chefs d'état-major des États membres de la CEDEAO étaient en conclave à Accra, la capitale ghanéenne, ceci dans le but de trouver une meilleure issue pour la résolution de la crise actuelle au Niger. À la sortie des travaux, les forces de la CEDEAO se disent être prêtes à intervenir au Niger. Les détails. Après 2 jours de réunion à Accra, au Ghana, les chefs d'état-major des États d'Afrique de l'Ouest ont peaufiné les détails de l'opération militaire potentielle visant à rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum renversé le 26 juillet. Nous avons accompli nos tâches, nous avons fait notre devoir, nous avons délibéré, ce qui a permis de prendre des décisions que nous sommes censés présenter à la commission de la CEDEAO en vue de leur mise en œuvre. Comme vous le savez tous, l'armée n'est qu'un outil pour le gouvernement, pour la CEDEAO. Et dans ce cas, nos rapports seront soumis à la commission de la CEDEAO pour qu'elle prenne une décision finale. Même si le jour J du déploiement de sa force en attente a été décidé, la CEDEAO n'interviendra militairement qu'en cas d'échec des pourparlers. L'Alliance a également averti qu'elle ne s'engagerait pas dans un dialogue sans fin avec la junte nigérienne. Dès demain, une mission de la CEDEAO pourrait se rendre au Niger pour continuer à poursuivre la voie pacifique. Vous savez, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous devions nous concentrer sur l'aspect militaire. Nous sommes prêts à régler ce problème de façon pacifique, mais il faut être 2 pour danser le tango. La CEDEAO peine à endiguer les coups d'État de la région. Après le Burkina Faso et le Mali, le coup d'État du Niger a été considéré par la communauté internationale et la CEDEAO comme un coup d'État de trop. Actualité au Gabon à présent, le candidat de l'opposition politique gabonaise au prochain scrutin présidentiel est désormais connu. Il s'agit d'Albert Ondo Ossa, candidat désigné à l'unanimité au sein du regroupement politique de l'opposition dénommé Alternance 2023. Les principaux partis d'opposition du Gabon se sont mis d'accord pour présenter Albert Ondo Ossa comme candidat commun à l'élection présidentielle de la semaine prochaine face au président sortant Ali Bongo Ondimba. La plateforme Alternance 2023 est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondo Ossa. Lancé en janvier, Alternance 2023 regroupait 6 candidats d'opposition et organisait régulièrement des tractations dans l'objectif de faire émerger une candidature commune pour éviter que les voix ne se dispersent. Vous avez devant vous le candidat consensuel. Il vous appartient de vous mobiliser dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République, le 4e président de la République. Nous devons avoir des élections libres, transparentes. Nous devons avoir des élections sans mort. Lorsque les Bongos ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi faut-il qu'au moment où ils doivent partir du pouvoir, après plus de 50 ans, qu'il y ait des morts? Le 26 août, par un bulletin unique, les électeurs voteront une seule fois pour 2 scrutins. Ils voteront obligatoirement en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle ainsi que d'un candidat à l'élection législative.
Et pendant ce temps, l'État libyen n'a aucunement cédé ses droits sur l'utilisation du port civil d'Al-Khoms ou autorisé son utilisation à des forces étrangères. C'est ce qui ressort de l'intervention de Mohamed Hamda, le porte-parole du gouvernement d'Abdelhamid Deiba, une sortie qui vient démentir des informations diffusées par plusieurs médias dans le pays. Le gouvernement d'unité nationale libyen basé à Tripoli nie catégoriquement avoir cédé les droits sur un important port civil ou autorisé son utilisation comme base militaire par des forces étrangères. Mohamed Hamouda, le porte-parole du gouvernement d'Abdelhamid Deiba, a officiellement démenti ces affirmations. Aujourd'hui, ici, depuis le port d'Al-Khoms, nous nous adressons à vous pour vous confirmer que toutes ces informations qui circulent autour de la concession de l'État libyen ou de l'attribution ou même de la mention de l'utilisation du port d'Al-Khoms pour des bases militaires étrangères sont mensongères et infondées. Nous assurons également aux jeunes et aux groupes animés par le patriotisme que ces informations parues dans les médias sont fausses et que toute action visant des biens publics aura des conséquences juridiques. Des centaines d'habitants de cette ville côtière s'étaient mobilisés, accusant le gouvernement de vouloir céder une partie de ce port civil au profit de la Turquie à des fins militaires. Le port d'Al-Khoms est l'un des plus grands et importants ports de Libye. Il peut accueillir 1 million de tonnes de conteneurs par an. Avec celui de Misrata, il est considéré comme un site stratégique. Tout autre sujet à présent, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a désormais un nouveau représentant. À sa tête, il s'agit de João Lourenço, ex-militaire et homme politique angolais. Il succède ainsi à Félix Tshisekedi et entend travailler au renforcement de la sécurité et à celui du développement. João Lourenço a succédé à Félix Tshisekedi à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe lors du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui s'est tenu jeudi dans la capitale angolaise. L'industrialisation durable et le développement inclusif ont été évoqués par le nouveau patron de la SADC, mais pas que. Il est également important de souligner ici certains des principaux défis en matière de sécurité dans la région, comme la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, où, comme vous le savez, nous avons déployé des efforts conjoints. La SADC a approuvé en effet le déploiement d'une force régionale afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Le président congolais attend de cette mission une contribution efficace. Le peuple congolais garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité de ses forces armées à venir à bout de l'ennemi, tout en s'enorgueillissant de l'appui annoncé de la SAMI d'IRC, qu'elle souhaite tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté par la SAMIM. Allusion à la participation dans la crise mozambicaine, voir la SADC jouer sa partition dans la résolution des crises, c'est le vœu de l'opposition angolaise. Il est important de concentrer les efforts réels sur la résolution des conflits car là où il n'y a pas de stabilité, il n'y a évidemment pas de développement. Ce sont les deux réalités qui préoccupent le plus la région. La SADC promet aussi de veiller à la tenue de scrutins transparents cette année au Zimbabwe, en RDC, en Eswatini et à Madagascar. Voilà, c'était donc tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de week-end chez vous.